S'agissant du statut de chef de l'opposition, il faut préciser que les choses ont traîné parce que quand même c'est depuis 2016 que les Sénégalais se sont prononcés par référendum sur cette question et qui ont décidé justement la mise en place de ce chef d'opposition. Donc il fallait matérialiser cela. Bien entendu, ça traînait jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'en 2019, c'est beaucoup. On a beaucoup traîné et c'est inexplicable. Ça, c'est un. De deux, qu'on commence à agiter la question par le budget, l'argent qui sera alloué au chef d'opposition, c'est vicieux, ça pose problème. Les 2 milliards, ça ne peut pas être par mois. Donc, on n'a même pas expliqué. Les 2 mois, 2 milliards, c'est en fonction de tant de millions par mois, jusqu'à 5 ans. C'est ça, en réalité. Donc, au Mali, déjà, Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, reçoit 500 millions par mois. Ce qui fait en 5 ans plus de 2 milliards. Donc, vous voyez un peu la supercherie. Donc, on a agité cette somme d'argent justement dans le souci de diviser peut-être l'opposition. Parce que ça va aiguiser les appétits, ça risque de créer une confusion, parce qu'on n'a pas dit, et la loi ne l'a pas dit, la loi référendaire n'a pas dit le mode de désignation. Est-ce qu'on va choisir, il y a 2 façons, est-ce qu'on va choisir celui qui est venu premier après le chef de l'État aux dernières élections, donc à la dernière présidentielle, en l'occurrence Idrissa Seck, qui aujourd'hui est le premier qui est sorti parmi les candidats de l'opposition, ou bien est-ce qu'on va choisir la majorité parlementaire, c'est-à-dire le chef de l'opposition, c'est-à-dire la coalition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. C'est ça la problématique. Aujourd'hui, comme on ne sait pas, les textes ne disent rien, il faudra procéder à un arbitrage, faire un choix. Et il s'agira de Macky lui-même, s'il n'y a pas de consensus, bien entendu, Macky devra lui-même trancher ce débat-là et choisir le chef de l'opposition. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce qu'il est en train de chercher à diviser l'opposition? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il est en train de chercher à tendre la perche à ses leaders pour que ces gens-là puissent négocier avec lui pour être chef de l'opposition? Ça aussi, c'est une autre question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démarche me semble vicieuse. On a tardé à matérialiser une décision qui a été prise par le peuple sénégalais depuis 2016. De 2, on commence par agiter une enveloppe financière pour aiguiser les appétits, certainement dans le souci de diviser. Donc, quelque part, je pense qu'on est en train, encore une fois aujourd'hui, de manœuvrer simplement dans le souci peut-être davantage diviser l'opposition. La meilleure solution, c'est le consensus. Si on ne peut pas avoir un consensus, il faut se fier aux avis des experts en la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être choisir soit la majorité parlementaire ou bien celui qui est sorti en liste, le premier au niveau de les dernières élections. Peut-être je ne peux pas trancher le débat à mon niveau. Je dis simplement qu'il faut se référer soit aux experts, soit si on ne peut pas avoir un consensus, on se réfère aux avis des experts en la matière, aux experts électoraux qui pourront peut-être donner un choix qui pourrait être partagé par la majorité des Sénégalais. Mais le danger dans cette histoire-là, c'est justement de procéder à un choix arbitraire. C'est à ce moment-là qu'il pourrait y avoir, bien entendu, des grincements dedans. Et peut-être l'opposition pourrait s'éclater, même l'unité, les coalitions pourraient davantage en pâtir. Et c'est ça peut-être que cherche un peu le régime, en agitant cette question de 2 milliards, l'enjeu financier derrière. Parce qu'on pouvait travailler autour de cette question sans jamais parler d'argent. Parce qu'il faut d'abord mettre en place le chef d'opposition, ensuite voir combien il faudrait être alloué par mois. Et non les 2 milliards, parce que de toute façon, on ne peut pas donner 2 milliards par mois. On ne peut même pas donner 2 milliards par an. C'est peut-être 2 milliards pour tous les 5 ans, les 5 ans du mandat. Comme ça se passe un peu au Mali. Au Mali, c'est 500 millions par mois. Il me semble que Soumaïla s'est vraiment imposé. Il est devenu premier à l'Assemblée, c'est clair.
il est devenu également deuxième aux élections, à la présidentielle. Il s'est imposé de juré et de facto. Mais ici, il me semble qu'il y a des confusions quelque part. Il y a une majorité parlementaire détenue par le PDS et le fait une deuxième position à la présidentielle détenue par Idrissa Seck. Donc c'est ce qui a créé un peu le problème. Mais au Mali, je pense que les choix étaient assez clairs. Le choix était assez clair. Les positions des uns et des autres, c'est juste pour se positionner ou simplement positionner les leaders. Ça, c'est de bonne guerre. Mais ce n'est pas que Idrissa Seck n'ose pas. Ce n'est pas Idrissa Seck lui-même de se choisir chef de l'opposition. Il ne peut pas se choisir lui-même, ni Idrissa Seck, ni Abdoulaye Wade. Quelque part, il s'agit des autorités sur la base des critères assez précis, expliqués aux Sénégalais et partagés par la majorité des experts sur la question de désigner le chef de l'opposition. On peut aller à l'Assemblée, on peut décider par consensus. En tout cas, il n'appartient ni à Abdoulaye Wade ni à Idrissa Seck de se choisir. Maintenant, bien entendu, il me semble que tout se jouera entre ces deux-là, entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Tout ce jeu-là entre ces deux. On ne peut pas sortir de cela et choisir quelqu'un qui ne serait pas majoritaire nulle part. Donc tout se jouera entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, mais aucun d'eux ne pourra se choisir. Il s'agira de les choisir et de les désigner comme chef de l'opposition et sur la base de leur acceptation, maintenant officialiser ce choix-là. Qu'il y a un déficit d'éthique. Moi, ça, tout le monde l'a constaté depuis très longtemps, surtout au Sénégal. Les wahouahettes, tout ça dont on parle tout le temps. Le fait que les gens changent de parti tout le temps, de coalition, changent de veste, de la transhumance, toutes ces problématiques-là, la manipulation permanente, le mensonge, tout cela fait qu'effectivement, il y a un déficit d'éthique en politique. Les gens n'ont pas toujours des positions fixes, ça change en fonction des circonstances et surtout en fonction de leurs intérêts. Ça, c'est connu. Maintenant, la politique, elle est ce qu'elle est. Donc, véritablement, je ne pense pas que cela soit aujourd'hui contraire au fait que quelqu'un puisse accepter le poste de chef de l'opposition. Parce qu'en réalité, l'enjeu n'est pas à ce niveau-là, au niveau de l'éthique. L'enjeu, c'est le fait que la Constitution, on a voté par référendum du moins, et qu'il faille aujourd'hui matérialiser cette volonté populaire. Les Sénégalais ont décidé qu'il y ait un chef d'opposition au Sénégal. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui occupe ce poste, c'est important, parce que ça a été choisi, ça a été décidé par référendum. Donc c'est important de le matérialiser. Maintenant, quelqu'un puisse être contre le président, le fait que le président soit bien élu et qu'après il décide lui-même d'être chef de l'opposition, ça peut sembler contradictoire, mais je ne pense pas. Du point de vue éthique, on a vu pire. On a vu pire que cela. Je reste convaincu que le fait d'élire les maires directement par suffrage universel est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et j'irai même plus loin. Je pense que ce qu'on doit faire fondamentalement, c'est d'élire tous les conseillers par suffrage direct. Je pense que c'est une logique. C'est-à-dire que celui qui passe, sa liste passe, tous ces conseillers passent. Ceux qui ont des conseillers au niveau de la liste proportionnelle pourront également être élus, ces conseillers pourront être élus directement. Je reste convaincu que c'est la meilleure formule. Lorsqu'on veut élire un maire directement par suffrage universel direct, on ne peut pas aller demander que les autres conseillers soient élus indirectement. Il n'y a aucune cohérence dans ça. Soit on élit tout le monde, tous les conseillers, y compris les maires, directement, soit on maintient le statu quo comme avant, c'est-à-dire qu'on les élise indirectement. C'est vrai que le peuple élisait directement les conseillers, ça c'est clair. C'était le maire qui était élu indirectement. Maintenant, le débat qui se pose, c'est est-ce qu'il faut prendre les premiers conseils et les deuxièmes conseils, les élire directement? Et je pense que c'est logique. Parce qu'en cas d'empêchement du maire ou en cas de décès, l'une de ces personnes va devoir remplacer le maire. Là, je pense que la cohérence voudrait qu'il soit élu de la même façon que le maire. Parce qu'ils seront chargés du moins, dans tous les cas, un jour, de devoir remplacer le maire si, bien entendu, l'exigence s'impose.
Donc, quelque part, je pense que la cohérence voudrait qu'on aille jusqu'au bout de la réforme et que les premiers et deuxièmes conseillers du maire, qui pourraient le remplacer en cas d'empêchement ou de décès, ces gens-là puissent également être élus directement. La caution élevée à 10 millions pour les élections locales, à mon avis, c'est instaurer une forme de démocratie censitaire, une démocratie des riches, en réalité qui n'a aucune cohérence du point de vue de nos réalités historiques et politiques. Lorsqu'on a instauré cette loi sur la décentralisation, c'était justement pour rapprocher les élus des populations. Et bien entendu, on ne peut pas imposer aux populations des gens parce qu'ils ont de l'argent. En réalité, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut travailler davantage mieux pour sa population. On peut ne pas être riche et pour avoir les compétences de travailler pour sa localité et aimer mieux sa localité parce qu'il y a des exigences, il faut habiter dans la localité, etc. etc. Donc, je pense qu'une caution très élevée ne servirait à rien, hein, parce qu'on agite déjà l'idée de la parité. Là, ça serait assez compliqué, là aussi. Comment on va s'y prendre, on n'est pas encore tombé d'accord. Aujourd'hui, on parle de caution 10 millions pour le maire, 10 millions pour également le président du conseil départemental. Tout ça, ça pose problème. À mon avis, il faut rabaisser cela peut-être à 5 millions, ou même moins, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'en 2014, du moins, on a eu 47 listes, c'était énorme. Mais avec une caution de 10 millions, on risque de se retrouver avec peu de listes, hein, même pas une dizaine. Je pense que là, ce ne serait pas bien pour le développement de notre démocratie, ce ne serait pas bien pour l'esprit de la décentralisation, parce qu'on va choisir des gens qui seront parachutés par de grands partis, des gens qui seront assez imposants dans des localités parce que simplement ils ont les moyens, ou bien ils ont un parti politique qui a les moyens, ou un mouvement citoyen qui a les moyens. Et on peut également, parce que le danger de la démocratie censitaire, c'est que justement, on peut favoriser le financement par des lobbies de personnes, par des lobbies extérieurs, des lobbies intérieurs, dont les objectifs ne sont pas clairement définis et qui pourraient être en porte-à-faux avec les intérêts des populations concernées. Nous avons besoin de parfaire et de parachever ce processus démocratique par la mise en place d'institutions électorales fortes. Jusqu'ici, nous avons un processus électoral qui a souffert de beaucoup de choses. Ces cartes d'électeurs, ces bureaux de vote, ces procédures, la parité qui a été imposée par une loi unilatérale, tout cela, ces cautions élevés, tout cela fausse un peu le jeu démocratique sénégalais. Nous avons beaucoup souffert. Hein. Les élections sont souvent l'occasion de polémiques interminables, parfois même de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Et tout cela n'est pas bien. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait à avoir des institutions très fortes qui ne souffriraient d'aucune contestation. Des pays comme l'Ukraine réussissent, tant bien que mal, à organiser des élections très démocratiques. Hein? Il y a des pays où le président sortant n'arrive même pas en deuxième position. On le voit aujourd'hui en Afrique. Nous avons intérêt à devancer, à aller de l'avant, à travailler, à parfaire les textes, à faire un toilettage sérieux pour éviter à l'avenir toute forme de contestation et que les personnes qui sont élues soient bien élues. C'est surtout ça l'objectif qu'il faut atteindre dans les plus brefs délais et qu'il n'y ait plus ces polémiques sur des fraudes électorales, sur des manœuvres électorales et que des gens du pouvoir ne se lèvent pas pour donner des chiffres à l'avance, 58%, et que ça tombe juste. Parce que là, tout ça entretient une forme de suspicion, voilà, et donne raison à ceux qui pensent que le processus n'est pas si fiable qu'on le pense.